Hello Esther, Salut. comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Alors, je suis comme d'habitude, je le dis tout le temps, vous qui m'écoutez, vous devez avoir l'habitude. Je suis trop heureuse, de te rencontrer, de pouvoir échanger avec toi cette semaine sur un sujet qui va être passionnant. J'ai déjà plein de questions qui fusent, je vais essayer de me freiner un petit peu. Hem, Esther, on s'est rencontrés, sur les réseaux. Tu m'as envoyé un petit message un jour et depuis, voilà, on a échangé et tu m'as proposé d'intervenir dans le podcast, chose que j'ai immédiatement acceptée parce que tu es digital nomade, tu as fait plein de choses. Même aujourd'hui, là, tu me disais que tu es en Indonésie actuellement, donc ça me faisait trop plaisir, d'organiser un épisode avec toi. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent? Oui, alors donc moi c'est Esther, comme tu l'as dit, je suis digital nomade depuis quelques mois. J'ai 32 ans, je suis originaire de Bayonne, du Pays Basque, peut-être que ça s'entend à mon accent. Et donc rapidement mon parcours, j'ai fait des études en commerce international, ce qui m'a permis déjà de mettre un pied dans le voyage et de partir vivre 2 ans au Chili. Waouh! Ensuite, j'ai vécu 3 années à Barcelone et après j'ai démissionné pour partir, faire un petit voyage sans billet retour, en backpacker et en fait, j'ai dû rentrer à cause du covid. Donc je suis revenue en 2020 pour le confinement et en fait, là, j'ai trouvé un autre projet complètement, enfin, pas du tout en rapport avec le voyage, dans la cosmétique et je me suis rendu compte que le voyage me manquait vraiment trop. Donc j'ai décidé de me mettre à mon compte et être aujourd'hui digital nomade, et vivre de mon activité qui est la communication digitale. J'ai en fait lancé mon agence de communication digitale, spécialisée dans le voyage et dans le tourisme. Incroyable! Il faudra qu'on parle aussi de ce sujet-là, bon, en aparté, toutes les 2 sur Insta, mais trop bien, excellent. Avec plaisir, avec plaisir. Aujourd'hui, Esther, si tu devrais nous teaser un peu là, à ceux qui nous écoutent, si tu veux nous teaser le sujet, de ce podcast en 30 secondes, tu dirais quoi? En 30 secondes, c'est un petit peu vous raconter pourquoi, moi je dis toujours qu'il faut faire, une mission humanitaire au moins une fois dans sa vie. Il faut partir, comme, on dit qu'il faut partir voyager seul, bon ça je suis d'accord avec toi. Il faut aussi, partir faire une mission humanitaire parce que c'est vraiment, trop enrichissant. J'ai trop hâte. Je sais pas si vous qui nous écoutez aussi, mais moi, les missions humanitaires, ça m'a toujours appelée, ça m'a toujours intéressée et mais c'est quand même un monde où il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression, à prendre, à laisser. Il faut faire attention à pas mal de choses pour trouver la bonne et du coup, bah, voilà, j'ai beaucoup trop de questions à te poser, donc on va commencer par, peut-être par le commencement. D'où est venue, cette envie de faire des missions humanitaires? Combien tu en as fait? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience là-dedans? Oui, alors l'envie, elle est venue en fait un peu, ça a été la conséquence de mon âme d'aventurière qui, m'a fait vouloir participer au 4L Trophy. Donc je sais pas si tu connais? Le 4L Trophy, c'est un raid humanitaire, étudiant qui est quand même assez connu en France, qui à l'époque était juste étudiant, donc il fallait vraiment être étudiant pour participer. Moi, je l'ai fait Mmh. en 2013, mais aujourd'hui ça a changé, on peut ne plus être étudiant, être simplement jeune. Ils ont ouvert à tous les jeunes de moins de 28 ans et en fait, c'est un raid qui se passe, donc il faut le faire en 4L, donc ça c'est ce qui est la partie, sympa OK. et fun. Et en fait, on part il y a alors je sais plus si c'est comme ça aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, il y avait 2 départs, un départ à Poitiers et un départ, à Saint-Jean-de-Luz, au Pays basque. Donc moi, j'étais partie de Saint-Jean-de-Luz et on part pour 10 jours en raid, donc on traverse toute l'Espagne et ensuite on arrive au Mmh. Maroc et le but, de cette aventure, c'est en fait d'acheminer des fournitures scolaires pour, l'association, Désert Tour, donc qui s'occupe c'est les enfants du désert, donc des enfants défavorisés, du Maroc. Donc on amène, tout ce qu'on peut, des cartables, des cahiers, des stylos, vraiment, on avait collecté, pas mal de choses. Après on est quand même, restreint par la 4L, on peut pas non plus mettre des 1000 et des 100, dans une 4L, surtout qu'il faut avoir, tout le matériel pour le raid, donc faut avoir aussi, les denrées alimentaires, notre tente, nos affaires, donc on est quand même limité en termes d'espace. Mais il y a beaucoup, vraiment beaucoup de participants, c'est des milliers de 4L, Ouais. donc au final, 1 plus 1 plus 1, ça fait quand même pas mal de dons et de fournitures que les étudiants rapportent. Ma passion pour les missions militaires est née de là.
C'est génial. Et petite question, en aparté, parce que j'ai encore, moins de 28 ans, pas pour très longtemps, mais c'est encore le cas. Si par exemple, moi ou des personnes qui nous écoutent, on est intéressés pour participer au 4L Trophy, est-ce qu'il faut une 4L? Ils n'en fournissent pas. Par contre, moi, j'avais pas de 4L. Il faut juste que tu te débrouilles à en trouver une. Après, c'est soit dans ton entourage, tu connais des gens qui ont une Mmh. 4L ou tu vas voir des garages, ou alors tu le loues, ça se fait beaucoup, nous, c'est comme ça qu'on a fait. Tu le loues à des anciens participants qui ont acheté leur 4L et du coup la louent aux étudiants d'après qui participent, dans les éditions, à venir. Donc ça, c'est nous ce qu'on a fait. On l'a loué pour, juste les 10 jours du raid. OK, c'est trop bien. Et bah, écoute, je c'est noté et c'est vraiment dans un coin de mon esprit et toi, du coup, comment cette expérience, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu l'as fait seule? Est-ce que tu étais avec un pote? C'est obligatoirement à 2. Il faut être 2 pour participer parce que tout seul, tu peux pas conduire, des fois tu conduis 10 heures d'affilée, 12 heures, dans la nuit, enfin tu éclaté, Ouais, tu peux non. pas, le faire tout seul. Il faut que tu aies un pilote et un copilote, par mesure de sécurité, Mmh. parce que c'est aussi plus sympa d'être à 2. Même si, il faut quand même bien choisir Oui, ton c'est copilote clair. parce que tu es 10 jours H24 avec lui. Donc ouais, faut bien choisir. J'ai lancé un appel pour, j'arrivais pas à trouver en fait. J'avais aucun pote qui me disait qu'il était vraiment chaud ou qui pouvait se libérer sur les dates et du coup, j'ai dit: «Bah, j'ai pas envie de pas le faire». J'avais vraiment, vraiment envie de participer et en fait, j'ai lancé un appel, Ouais. aux étudiants de mon école pour trouver, la copilote ou le copilote qui voulait le faire avec moi. J'ai eu plusieurs réponses et du coup, j'ai échangé avec la personne et c'était celle avec qui j'ai eu le meilleur feeling, qui est après devenue ma coloc. Donc au final, on a fait une coloc, on a fait le 4L Trophy donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Et ensuite, du coup, donc ça a développé ton attrait peut-être pour les missions humanitaires et après comment ça a continué pour toi? En fait, ça a vraiment été le déclic pour moi parce que c'est vraiment ça qui enfin, j'avais envie de faire 4L Trophy, je l'ai fait et c'est vraiment le côté humanitaire, dans le 4L Trophy. Alors j'ai été un peu déçue parce que quand on arrive en fait, le côté humanitaire, c'est juste on arrive, on dépose ce qu'on amène en fait, les fournitures et il y a quelques enfants qui sont là, mais moi je m'attendais vraiment à qu'il y ait plus d'échanges et Mmh. comme je l'ai pas trouvé dans l'organisation, c'est nous parce qu'on est quand même libre, dans les journées, on peut quand même faire, il y a un roadbook à suivre, mais on peut s'arrêter où on veut et cetera. Donc nous, on s'était arrêté dans une école. On était rentrés, on avait rencontré les enfants et ouais, je sais pas, il y avait du coup, c'est là où il s'est passé vraiment quelque chose et je me suis dit, «Mais en fait, voyager, et vraiment rencontrer les locaux, sortir des sentiers battus» parce que tu fais en fait, pas ce qu'on te dit de faire, tu fais ce que toi tu as envie de faire. Enfin, je dis pour le 4L Trophy ou pour le voyage en général et voilà et du coup, c'est là Ouais. où il y a eu aussi, je sais pas comment l'expliquer, c'est des choses que tu ressens, en fait, quand tu es vraiment au contact des gens et là, j'ai eu le déclic et je me suis dit: «Mais en fait, les missions humanitaires, c'est trop bien et j'ai envie d'en faire plus». Mmh. Donc c'est resté dans un coin de ma tête et après j'en ai fait plusieurs. Et du coup, comment ça se passe? C'est-à-dire donc après le 4L Trophy, tu as cette envie de vouloir, de continuer à faire des missions humanitaires. Donc comment ça s'organise une mission humanitaire? Comment tu la recherches? Comment tu la trouves? C'est quoi tes critères? Déjà, si tu veux, donc la traîtrerie, c'était en 2013 et après ma mission, je devais être en 2019. Donc quand même 6 ans après. J'ai été beaucoup freinée parce que, j'avais pas envie de donner, entre guillemets, moi enfin une mission militaire, tu dois en général payer pour la faire et j'avais pas envie que mon argent aille, dans des intermédiaires ou ne en fait, je voulais vraiment que mon Mmh. argent, soit bien investi et soit, pour les gens et ça, j'arrivais pas à trouver d'association où je voyais cette transparence-là. Donc du coup, j'avais un peu laissé tomber. J'ai laissé tomber. Entre-temps, c'est quand je suis partie au Chili, après j'étais à Ouais. Barcelone et en fait, c'est quand je vivais à Barcelone avec, un jour, par hasard avec une copine en discutant de comme j'avais toujours dans un coin de ma tête, je lui ai dit: «Mais moi, j'ai vraiment envie de partir, mais j'arrive pas à trouver une association ou» et elle me dit: «Mais je connais une fille qui là, vient de lancer son association au Ghana, qui lance, son truc, donc je la connais, donc en fait, on là, il y a pas d'intermédiaire, je la enfin voilà, ça se ferait en direct». Et en fait, ça s'est fait comme ça. Je dis: «Ah bon, super, on la rencontre, on» et en fait, ça s'est fait, voilà, de fil en aiguille. On est partis, avec cet asso-là, donc qui était une association catalane puisque Mmh. et je suis partie donc en 2019, un mois au Ghana dans un orphelinat. Justement, ma question, on en a parlé un tout petit peu avant d'enregistrer ce podcast. Je t'ai parlé de
la notion de volontourisme, qui est, Oui, qui est maintenant assez, assez mal vu, mais comme tu dis, généralement, le volontourisme, c'est, des missions entre guillemets, qui se prétendent humanitaires où, c'est organisé par, des entreprises privées et elles vont te proposer d'aller, 2 semaines, dans un orphelinat, 2 semaines, nourrir, des singes, je sais pas où et cetera et le truc, c'est que souvent, ça coûte très, très cher parce qu'ils te vendent ça plus comme un voyage qu'une mission humanitaire presque et hem et ouais, justement, c'est au final, tu te rends compte enfin, il y a beaucoup, si vous tapez volontourisme sur internet, vous allez voir de quoi je parle, mais il y a énormément d'avis très négatifs qui disent: «Bah, je suis arrivé, mais clairement, ils ont juste pris mon argent pour enrichir, l'entreprise, qui développe ça, mais j'ai pas eu d'incidence, dans la vie des locaux», enfin, on était vraiment vus comme des touristes, tu vois? Donc est-ce que toi, ouais, j'imagine, c'est peut-être pour ça que tu as mis longtemps à trouver justement une asso qui ne faisait pas ce genre de choses? ouais, oui, oui, exactement. C'est le conseil que je peux donner, que je m'applique à moi-même, c'est en fait essayer de trouver une association, déjà qui soit pas enfin une agence de voyage parce que, l'agence de voyage, elle va forcément prendre sa commission dessus. Ouais. Donc oui, vous allez donner de l'argent à l'agence de voyage. Privilégier les petites associations qui soient en direct, en fait. Toujours essayer de passer au maximum en direct. Mais c'est comme pour tout, hein, c'est Mmh. comme quand on va acheter, nos légumes chez le producteur en direct. Là, on sait à qui on l'achète, on sait que, notre argent va aller pour le producteur. Donc là, c'est pareil. C'est vraiment Oui. privilégier les petites assos où, vous allez pouvoir passer en direct et être en contact, directement Mmh. avec l'association. Et est-ce que justement tu as des conseils pour, trouver ces petites associations? Parce que c'est vrai que souvent, enfin, surtout dans des pays, un peu, peut-être un peu reculés, ces assos, elles ont peut-être pas forcément de site internet, elles ont enfin, tu vois, elles ont pas une présence, sur les réseaux qui est énorme. Dans mon cas, en tout cas, les plateformes que j'ai utilisées pour trouver les assos avec lesquelles je suis partie, il y en a eu 2 que j'ai trouvées, via Instagram. Donc l'association que j'ai trouvée, là je suis partie au Sri Lanka et il y en a une que j'ai, fortement en tête, où je sais que je partirai avec, au Togo et je les ai trouvées via Instagram. C'est vrai que c'est des associations où il y a mais c'est souvent le cas, c'est souvent, il y a des expats en fait qui viennent pour aider, mais c'est vraiment des gens qui veulent, aider, bah, la cause pour laquelle ils créent l'association. Du coup, ils vont ouvrir un compte Instagram pour avoir de la visibilité. Donc là, oui, en tapant, je sais pas, le Mmh. hashtag du pays où on veut partir faire, la mission humanitaire ou l'intérêt, on peut trouver. Aujourd'hui, sur Instagram, on peut trouver. Et sinon, je suis passée par, Workaway. C'est une plateforme. Ah oui, je connais, ouais. Donc, pareil avec Workaway, j'en ai fait 2 aussi quand j'étais en Asie, donc avant le Covid là, en tant que backpacker. J'ai fait, non, c'était plus des volontariats que des missions humanitaires. J'étais dans un sanctuaire pour éléphants et ensuite j'étais dans une école monastique, en Birmanie. Donc ça, c'était incroyable. Donc je les ai trouvés via Mmh. Workaway. Et est-ce que maintenant tu peux nous parler du coup de ces missions humanitaires une par une? Donc, peut-être commençons par celle, au Ghana? Alors, du coup, le Ghana, c'était un peu ça a été un peu, je veux dire un échec. Dans le sens où justement, c'était une petite association, mais ça s'est pas, super bien passé. Je la recommanderais pas et d'ailleurs, je crois qu'elle existe j'ai checké, là, il y a pas longtemps et je crois qu'elle existe même enfin, ils sont plus en activité. C'est très dommage parce qu'ils auraient pu faire de grandes choses, mais la gestion n'était pas bonne, en fait et du coup, je suis pas partie toute seule, je suis partie Mmh. avec, du coup, mon ami et il y a mon cousin aussi qui s'est greffé au voyage et en fait, on s'est tous les 3 sentis hyper frustrés parce qu'on sentait qu'on aurait pu faire tellement plus si ça avait été mieux organisé. En fait, on a été très bien guidés en amont pour la préparation du visa, des vaccins, mais après, une fois sur place, on a un peu été, laissés, comme ça, jetés, et des fois, on se tournait les pouces et on se disait: «Mais on pourrait faire plein de choses» et en fait, on n'a pas les moyens, quoi, parce que, c'était pas nous qui gérions, donc on n'osait pas non plus, prendre les devants et dire: «Bon, on va faire ça», Mmh. donc par rapport à ça aussi, si j'ai un conseil, c'est Ouais. toujours, se renseigner le plus qu'on peut.
vraiment essayer de contacter des volontaires qui ont pu partir avant nous avec, l'association pour être sûr que ça s'est bien passé, qu'effectivement l'aide qu'on va apporter sur place, elle va servir à elle va vraiment être effective et on va pouvoir, bah, notre temps, parce qu'on peut pas partir pendant 6 mois, alors on y était pendant 1 mois, mais c'est court, au final ça passe tellement vite. On a toujours envie Mmh. de faire plus et donc voilà, pour vraiment, être sûr que qu'on choisit la bonne association, se renseigner un max, en amont et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est facile en fait de retrouver les personnes, on peut revoir sur le feed s'il y a des photos de gens qui ont posté, donc on peut contacter la personne, demander: «Hey, comment ça s'est passé? Tu peux me faire un feedback?» Et comme ça on peut voilà, on a quand même des retours, et ça on l'a pas fait et on aurait dû le faire. Ouais, je comprends et qu'est-ce qui s'est mal passé en soi? C'est-à-dire dans les faits, vous pouviez pas faire, vraiment ce que vous aviez envie de faire, mais c'est-à-dire? J'exagère, c'est pas que ça s'est mal passé, on était très contents, enfin l'expérience a été folle. C'est juste qu'on s'est voilà, Ouais. on est partis avec un goût de d'inachevé, en fait et c'est quand même frustrant d'avoir ce goût-là quand on part faire une mission où on Mmh. est censé, aider les personnes qui sont sur place. En fait, là, on était donc dans l'orphelinat. Ouais. Donc l'orphelinat qui était géré par, la mama, donc la Mmh. mama, c'était la mama, africaine, qui était la gérante de l'orphelinat et il y avait une école maternelle pour les autres enfants du village qui était ouverte, donc le matin, on était à l'école maternelle et l'après-midi, on s'occupait des enfants une fois qu'ils rentraient de l'école, donc des orphelins, on les aidait à faire les devoirs, ensuite on jouait avec eux. Mais du coup, l'après-midi, on avait un laps de temps, bah, inoccupé où on aurait pu, faire, de la rénovation, repeindre Mmh. des murs, voilà. Si, bah, oui, mais en fait, on n'avait pas, tout. On n'avait pas de peinture, on n'avait pas de donc ça, c'est quelque chose qui aurait dû être, en amont, voir vu avec l'asso pour, bah, déjà avoir un petit budget sur ça. OK, ben là, et peut-être même avec, l'argent que enfin, nous, on aurait mis, 50 € de plus, s'il aurait fallu pour, bah, pour avoir un projet précis de: «OK, on va y aller, on va faire ça, ça, ça et ça». Là, ça a été un peu on a été jetés. Bon, bah, du coup, on a fait, OK, le matin, on était à la Ouais maternelle, l'après-midi, on faisait faire les devoirs et on jouait, mais entre les 2, il s'est rien passé. et par la suite, alors ça, c'est une autre question aussi, mais dans l'émission, donc moi, je regarde énormément sur, Workaway. Alors après, pour ceux qui est-ce que tu peux peut-être déjà expliquer Workaway, ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, alors Workaway, donc c'est une plateforme, collaborative, on peut dire. C'est donc un site Mmh. internet, c'est Workaway Info et en fait, vous payez un abonnement, annuel, donc qui est soit individuel, je crois que ça tourne aux alentours de 36 €, 40 €, soit, à 2, donc ça peut être en couple ou entre amis et là, ça tourne autour de 60 € il me semble. En fait, pendant 1 an, on a accès à la plateforme et donc la plateforme, c'est soit on est un host, donc on cherche des gens, soit on est des workawayers, donc on cherche des missions et en fait, la plateforme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met en contact, des personnes qui ont besoin de personnes pour les aider et des personnes qui sont prêtes à les aider. Donc le concept est super bien. C'est ça. Ouais, je disais sur cette application, c'est également, donc c'est pas que des missions pour vous qui nous écoutez, c'est pas que des missions humanitaires. C'est également, par exemple, c'est vraiment du volontariat. Ça peut être, souvent, les backpackers quand ils sont en tour du monde, on va l'utiliser pour, avoir le gîte et le couvert et travailler en échange, donner 5 heures de notre temps par jour. Par exemple, ça peut être dans des auberges de jeunesse, faire les check-in, check-out, dans des fermes. Exactement, ouais. Au Sri Lanka, par exemple, donc je viens de passer 3 mois au Sri Lanka, on l'a utilisé parce que bon après c'était un cas Mmh. un peu particulier parce que moi je voyage avec mon chéri qui est photographe, donc en fait on a réussi à trouver il y a des profils, on va dire, qui sont plus ou moins recherchés et là par Mmh. exemple, bah, quand on est photographe, on peut facilement trouver des hôtels qui ont besoin, voilà, de photos pour leur portfolio, ou des restaurants, enfin des établissements, touristiques. Mais après, si vraiment vous avez, on va dire, pas de critères et que vous êtes prêt à faire, n'importe quel, job, vous allez trouver des missions, sans aucun problème, et voyager du coup pour vraiment pas cher parce que quand on a le logement et la nourriture, de couvert, ça fait quand C'est même un ça. sacré budget en moins. Et c'est vrai que souvent alors moi je regarde sur Workaway, je regarde aussi sur, Worldpackers. Ouais, c'est et en fait voilà, c'est exactement pareil Oui, et souvent voilà, tu as, sur chaque mission, tu vois le nombre d'heures par jour où tu vas devoir travailler, tes missions et puis si tu as, enfin les autres avantages qui sont inclus. Des fois ça peut être, oui, vous avez juste le petit déjeuner, des fois
il y a tous les repas de la journée et cetera. Moi, ça m'est encore jamais arrivé d'en faire parce que je suis pas partie assez longtemps, mais ça va arriver très, très, prochainement et je me posais une question pour ce genre de choses. Est-ce que toi, ça t'est arrivé de sentir de te sentir surexploité justement, dans le cadre d'une mission, de volontariat ou pas? Non, honnêtement, non. Genre workaway, enfin, je peux les compter sur les doigts d'une main. J'en ai fait mon premier, Mmh. j'en ai fait au Vietnam, en Birmanie, en Thaïlande, là, du coup, au Sri Lanka. Non, ça se passe en général, enfin, moi, toutes mes expériences sont bien passées. Et au niveau des missions, par rapport, du coup, aux missions, de l'humanitaire, si on doit faire une petite aparté, c'était quoi le genre de mission que tu as fait dans le cadre des Workaway? Alors, donc là, j'en ai fait une en Thaïlande. Alors, je sais pas si ça rentre vraiment dans le cadre de mission humanitaire, mais bon, c'était avec, oui, si, c'était un volontariat. En fait, c'était dans un sanctuaire pour éléphants. Ils cherchaient des volontaires pour finir un musée sur les éléphants. En fait, c'était un endroit, un sanctuaire, hein. Mais j'étais assez réticente parce que c'est vrai que les sanctuaires, je trouve Mmh. qu'il y a aussi beaucoup de dérives. Et, et là, en fait, ce qui m'a plu, c'était un sanctuaire hands-off qu'ils appellent. Donc, c'est-à-dire que là, il y a vraiment les personnes ne peuvent pas toucher les éléphants. Donc, et justement, eux, Oui, ils prônent OK. ce côté-là de non, un éléphant, c'est un animal et en fait, si, le touriste va le toucher, le baigner, lui donner à manger, ça va le stresser parce que c'est un animal sauvage à la base. Donc, pour ça, j'en profite aussi pour Ouais. faire une petite aparté, mais enfin, les balades à dos d'éléphant, c'est quand même, à bannir. Toutes les photos que vous voyez aussi sur Instagram des personnes qui, sont là, faire une photo avec l'éléphant, parce qu'ils leur enfin, juste, ils les caressent ou quoi, mais en fait, non. C'est comme, les tortues, faut pas les toucher. Mmh. Enfin, donc bref, voilà. Donc pour en revenir au sujet, ce qui m'a plu, c'est ça, c'était le sanctuaire, hands off. Donc vraiment, là, on touche pas les éléphants et ils prenaient tout ça. Donc ils cherchaient des volontaires pour finir leur, musée sur les éléphants et nous, on a aidé en fait on a peint des bambous, on a appris à faire du papier organique avec les excréments d'éléphants, c'était hyper intéressant. Hem, OK, trop ouais, bien. parce qu'après ils utilisaient le papier en fait, pour, les touristes qui allaient venir, visiter le musée, ça allait leur faire un petit souvenir. Ils pouvaient, je crois, mettre, l'empreinte de leurs mains ou je sais plus, mais enfin, donc ça faisait partie du projet. Heu, donc voilà pour, la mission en Thaïlande et ensuite en Birmanie, donc là, on a trouvé une mission au sein d'une école, monastique. Je pense, ça a été une des missions les plus, enrichissantes et pareil qui m'a encore une fois confirmé que il faut partir, faire des missions humanitaires dans sa vie parce que c'est incroyable. Donc là, c'était une Mmh. association qui était gérée, il me semble, par un bon, c'était pas un Birman, c'était, je crois, un Hollandais. Bref, mais il était pas sur place et en fait, quand on est arrivé, il y avait déjà beaucoup, beaucoup de volontaires. C'était une très, très grosse école. Il y avait, plus de 3000 étudiants. Enfin étudiants, élèves, Ah ça oui. allait il y avait tout âge confondu, hein. Ouais, c'était vraiment une très, très grosse école et en fait, quand on est arrivé, donc il y avait, il me semble, une vingtaine de volontaires, donc c'était beaucoup parce qu'on était dans une enfin, ouais, on avait une salle pour dormir tous ensemble. On était un peu les uns sur les autres et Ouais. donc ça fait partie aussi, du jeu, hein. Quand on arrive, bon, faut s'adapter, hein. Si on est un petit peu, enfin, si on aime, le confort, plus, bon, du coup, faudra faire une mission humanitaire, un peu, luxueuse, mais Ouais. ça fait enfin, pour moi, ça fait partie, en tout cas, de l'aventure et du voyage et au final, c'est aussi ça qui reste après. Hem, donc heu, C'est clair. donc là, du coup, pour être plus concrète dans ce qu'on a fait, pareil, le matin, en fait, on était à la maternelle, enfin, dans une des classes maternelles, parce qu'il y en avait, il y en avait plusieurs, avec, la professeure Mmh. et en fait, en Birmanie, ils ont un niveau d'anglais qui est, quasi, inexistant. Donc nous, on essayait de donner des cours d'anglais aux petits, donc qui avaient entre 3 et 5 ans. Donc les bases, hein, les chiffres, les couleurs, les animaux et après l'après-midi, on Mmh. était avec l'infirmière
Donc c'était, passer quelques heures, en tant que support de l'infirmière parce qu'elle était toute seule pour les, 3 000 élèves et en fait, comme c'était une école, monastique, Mmh. les élèves devaient se raser la tête. Donc ils avaient tous quasiment des blessures, en fait, de rasoir ou alors après c'est des enfants, hein, ils avaient des plaies, voilà, Ah! ils tombaient enfin donc ils avaient les jambes, les pieds, après il y avait les piqûres du moustique qui s'infectaient, avec la poussière, forcément les conditions étaient pas, dans leur, ouais, c'est un pays pauvre donc Ouais. ils faisaient pas forcément attention à se Mmh. désinfecter les plaies. Donc nous, on était là pour ça, en fait, pour promulguer les soins. Donc ça, c'était aussi, hyper cool et là, pour le coup, vraiment, on sentait que ce qu'on faisait, c'était enfin, on apportait vraiment notre aide et c'est voilà, ce sentiment-là de se dire: «Waouh, ce que je fais, ça aide Ouais. vraiment les gens» et c'est voilà, c'est trop bien. Et ça c'était quand ça? C'est le dernier, que vous avez fait, c'est ça? Ouais, ça, c'était, beh, juste avant de revenir, à cause du covid. Donc ça, c'était en février 2020. D'accord. Ouais. OK. Et hem et de toutes ces expériences, est-ce que tu en as une qui t'a plus marqué qu'une autre? Je te dirais, celle en Birmanie parce qu'on a vraiment vécu des choses, avec les enfants, ils c'était fou, quand on est arrivé un week-end donc il y avait pas cours. Mais du coup tout le temps, off, hors cours, tu passes avec les enfants. Ils adoraient venir, dans la salle avec, les volontaires. Alors évidemment, il y avait des enfants qui étaient plus, proches de nous que d'autres. On n'était pas avec les 3 000 enfants, et hem et en fait, quand on est arrivé, bah, tout de suite, il y avait des nouveaux volontaires, donc Oui. c'était trop bien, c'était de nouveaux gens, qui arrivaient, donc l'excitation. Ils nous ont amenés, voir les alentours, tous les temples. En fait, on a débarqué dans un temple où il y avait une cérémonie incroyable, où il y avait, 5 ou 6 pythons dans une cage. On s'est dit: «Mais waouh!» c'est tu vis des trucs, de fou et après pareil, enfin du coup, tu passes du temps avec les enfants, tu t'attaches forcément mais c'est ça, pour moi, c'est la beauté du truc. Et justement, je me disais pour ces enfants, je me rends pas trop compte, mais je me dis combien vous y êtes restés combien de temps et combien de volontaires? J'imagine que pour les enfants, c'est devenu une habitude de, de voir des volontaires, dans leur école et tout. Ils sont habitués à ça ou pas Ça dépend vraiment? Enfin, lesquels. Oui, comment tu l'as ils étaient ressenti? habitués parce qu'il y avait tout le temps des volontaires. Mais après, je pense qu'il y en a ceux qui venaient plus vers nous, ils étaient plus habitués que ceux qui restaient un peu plus en retrait, qui étaient plus timides. Mmh. Peut-être qu'ils allaient ouais, c'était et en fait, après, nous, on allait dans les classes où on nous disait d'aller. Donc ça, c'était, c'était pas nous qui allions au pif dans une classe. C'était aussi vu avec le professeur parce que peut-être que le professeur ne voulait pas qu'il y ait de volontaires Oui, qui viennent, intervenir dans oui, sa oui. classe. Donc c'était vu en amont. Donc forcément les enfants de ces classes-là étaient plus, habitués à nous. Mais ouais, donc ça dépendait en fait. Mais en général, non, ils étaient habitués, ils voyaient quand même des volontaires, Mmh. débarquer dans l'école, assez souvent. Et est-ce que, à des moments, tu t'es sentie alors dans un de tes volontariats, je sais pas comment expliquer, mais est-ce que à un moment tu as senti, que, est-ce que par exemple, tu vois, tu as ressenti s'il y avait des profs qui étaient vraiment pas chauds pour que vous interveniez, dans la salle? Non, que vraiment c'est si tu es là, c'est que tu ils ont besoin de toi. Enfin c'est et du coup, pareil, ils te Oui. voient vraiment comme leur apporter quelque chose. Enfin, ils sont dans cette demande aussi, tu vois? La prof là, à la maternelle, elle nous de enfin, c'était elle qui nous disait: «Bah, allez, maintenant Mmh. c'est à vous là, donc vous faites, votre cours d'anglais», donc non, pas du tout. OK, trop bien. Et du coup, dans ces volontariats, est-ce que, j'imagine que tu as rencontré d'autres volontaires et cetera. Est-ce que tu es restée en contact avec ces gens? Est-ce que tu es restée en contact aussi avec, les endroits où tu as fait du volontariat? Alors, attends, je me refais les volontariats là dans ma tête. Hem, Vas-y, vas-y. donc à Trail Trophy, je suis toujours en contact avec ma copilote, hein. Sinon il y a eu donc le premier c'était le Ghana. Alors on est resté en contact, avec, l'asso pour demander notamment des nouvelles des enfants parce que voilà quand on s'attache, tellement aux personnes que, on demande comment ils vont, mais là comme du coup l'asso, est plus active, on n'a plus de nouvelles Mmh. depuis, quelque temps.
Ensuite, Mince. il y a eu la Thaïlande, le sanctuaire d'éléphants. En fait, après chaque fois, je m'abonne au compte Instagram. Du coup, sans forcément demander des nouvelles, je vois bah, les stories, les posts et tout. Donc voilà, Ouais, tu suis je garde quand même un l'activité, lien. Et après, pour la Birmanie, bah, avec ce qui s'est passé, il y a eu, enfin, c'est assez compliqué avec le coup d'État et tout ça. Là, la situation, elle est pas, Mmh. voilà, pas au top. Donc là, non. Par contre, j'ai plus du tout de nouvelles. Je sais même pas si, enfin, je pense pas d'ailleurs qu'il y ait toujours des volontaires qui puissent y aller. Et là, la dernière en date, bah, c'était il y Ouais. a à peine un mois au Sri Lanka. Donc oui, celle-là, oui, je suis toujours en contact avec les personnes qui nous ont accueillis, ouais, sur place. Génial. Et quel conseil, quelle chose tu voudrais dire à des personnes qui hésitent à se lancer justement dans des missions Qu'est-ce humanitaires? que je voudrais dire à ces personnes-là? Qu'elles n'hésitent pas parce que ça va être une de leurs plus belles expériences, vraiment. Ouais. Ça va être une des expériences les plus enrichissantes que vous allez vivre dans votre vie. Peut-être pas une des plus belles, mais en tout cas une des plus enrichissantes. C'est vraiment le mot pour moi. Une mission militaire, ça va vous enrichir. Et toi justement, est-ce que, c'est la question que je t'ai posée tout à l'heure avant d'enregistrer, hem, en quoi aujourd'hui les missions humanitaires t'ont transformée? Quelles leçons tu en retires? Hem, Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, sur ce sujet un peu plus profond? Alors, je pense que c'est quelque chose, si vous avez l'idée dans votre tête quelque part, c'est que vous avez ce petit truc en vous. Parce que pour faire une mission militaire, il faut avoir un minimum d'altruisme et avoir ce petit truc de vouloir, bah, voilà. Donc si vous l'avez, c'est que il faut que vous le fassiez. Oui. Enfin, après moi je suis comme ça. Si j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête, il faut que j'aille au bout. Mais aller au bout parce que vraiment c'est tellement, enfin voilà, je c'est quelque chose qui va vous faire grandir et et à moins que vraiment il y ait un problème, que ça se passe mal, mais enfin, je dis pas, hein, ça peut bien sûr qu'il peut y avoir, des accidents ou que ça peut mal se passer aussi, heu, mais heu, mais dans 99 des cas, il y a aucune raison que ça se passe mal. Et du coup, ça sera une des plus belles expériences que vous allez Mmh. vivre. Après je pense que ça peut faire peur aussi parce que une façon de voyager qui est pas, bah, traditionnelle. On part pas, faire, du tourisme ou aller visiter un pays, mais en fait, justement, c'est visiter un pays différemment. Et moi, depuis que, bah, j'ai fait des missions militaires, je peux plus, enfin, alors je critique pas, hein, peut-être Mmh. que voilà, dans ma vie plus tard, j'aurais envie de faire ça parce que c'est une façon de voyager aussi, tout à fait respectable. Mais aujourd'hui, je peux pas partir, dans un pays et juste, prendre une semaine, dans un hôtel, pas bouger de l'hôtel, faire des pouces dans la piscine et voilà. Non, pour moi, c'est pas concevable aujourd'hui dans ma façon de voyager. Et les missions militaires ont participé à ça parce que je vais chercher le contact avec, les locaux. Parce que pour moi, voyager, c'est avoir cet échange culturel et cet enrichissement. On en revient toujours à ça. Et du coup, bah, faire une mission, Mmh. c'est s'enrichir et c'est voyager. En fait, c'est un Ouais, voyage c'est ça. d'enrichissement pour vous, mais aussi pour les personnes que vous allez aider. Parce qu'en fait, bah, c'est fou, en vous enrichissant, vous allez enrichir aussi la personne bah, et je parle pas en termes monétaires, hein. Je parle vraiment en termes Mmh. de donnant-donnant, de personne, en fait. Chacun va donner sa Oui. personne et la personne que vous allez avoir en face va être, bah, tellement reconnaissant aussi pour ce que vous faites qu'elle va ça va juste être un échange magique entre 2 êtres humains, qui veulent, bien faire et c'est beau. Et justement après tout ça, est-ce que, tu as un échange à nous partager? Est-ce que tu as un moment dans une de toutes les missions que tu as faites, dans une des belles missions que tu as faites, est-ce que tu as un moment, une rencontre, juste un petit épisode comme ça que tu as envie de nous partager, voilà, un petit moment de vie comme ça qui s'est passé pendant une de tes missions? Donc oui, il y a eu, un moment fort, en Birmanie avec les enfants.
En fait, c'était des enfants qui venaient parfois de familles, enfin, justement, pas de famille, Ouais. parce qu'il y avait aussi des orphelins, des enfants bah, pauvres hein, qui n'avaient, enfin, ils avaient vraiment pas grand-chose. Donc, tous les matins, à 5 heures du matin, ils allaient faire la quête, enfin, oui, ils allaient faire la quête. Donc, il y a un matin où on s'est levé pour aller avec eux. Et c'était incroyable de faire ça avec eux. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte que ils avaient rien. Ils allaient demander des fruits, donc les personnes du village donnaient soit un billet, soit des offrandes, soit des fruits, soit à manger, soit. Et en fait, quelques jours après, donc dans une des après-midi qu'on avait de libre, ils nous ont amenés à chaque fois, ils Mmh. nous amenaient voir un temple différent, où on faisait une petite sortie, une petite balade. Et donc au cours d'une de ces balades, on a croisé un homme vraiment qui était mais mince, mince, enfin un vieil homme qui, alors je sais pas quel âge il avait parce qu'il est tellement mince que je lui aurais donné 100 ans, mais bon, je pense qu'il était quand même plus jeune. Et les enfants se sont arrêtés, on était, donc j'étais avec mon copain de l'époque et on était avec 4 enfants. Et en fait, ils se sont regroupés pour donner leur offrande qu'ils avaient récupérée dans leur quête du matin, l'argent qu'ils avaient récupéré au vieil homme. Et j'ai trouvé ce geste tellement beau. Là, tu vois, rien que d'en parler, tu vois, j'ai l'émotion qui remonte parce que c'était juste, mais incroyable, quoi. Tu te dis, mais waouh, les 4 enfants de 10 ans là, ils viennent de te donner une leçon de vie, mais Mmh. enfin, ces enfants n'avaient rien. Enfin, ils se levaient tous les jours à 5 heures du matin pour aller faire la quête. Et en fait, la quête qu'ils ont récoltée, ils l'ont donnée à un vieil homme plus un besoin qu'eux. Voilà, c'était. Et du coup, nous, bah, voilà, c'était. Là, j'ai encore des frissons, tu vois, Ouais. de remémorer ce moment-là. Et nous, enfin, moi, je pouvais ne rien donner à côté de ça, donc forcément, on a aussi donné. Bon, on a donné un billet qui, pour nous, nous paraissait rien, mais en fait, pour eux, c'était beaucoup. Et quand on est rentré à l'école, comme on a fait cette offrande, enfin, on a donné de l'argent au vieux monsieur, les enfants, en plus, sont venus nous voir et nous ont offert des serviettes Ouais, que c'est j'ai beau. gardées. Je les ai toujours d'ailleurs, ces serviettes. C'était un beau souvenir. Mais je me suis dit, Ouah, en plus, ils nous font un cadeau d'avoir donné. Donc, euh, donc si j'avais ouais, un souvenir qui m'a marqué de toutes mes missions, c'est vraiment ce moment-là. Bah, merci beaucoup de nous l'avoir, partagé en tout cas. C'est vrai que je me suis projetée en Birmanie là, tu vois? Je revoyais le vieil homme, les enfants et tout et non, mais je pense que à vivre, ça doit être le genre d'expérience où limite tu es à côté de ton corps, tu vois? Enfin, genre je sais pas, un peu comme si tu observais la scène, mais tu te dis: «C'est enfin, tu sais, dans la vie, des fois, il se passe des moments, je trouve, où tu sais que ce moment-là que tu es en train de vivre va être un game changer et va être un souvenir que tu vas garder toute ta vie. Et Complètement. genre, Ouais, moi, je sais que quand je vis ces moments-là, alors je suis dans l'instant et je les vis, mais il y a aussi comme une part de moi qui se met genre à côté de mon corps, tu vois, et qui genre est spectatrice du truc et qui se dit, ok, ça y est, j'appuie sur on la caméra et je mémorise tout ce qui est en train de se passer à ce moment précis, tu vois. ouais, 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 ouais. Ah oui, c'est sûr qu'il y a des moments qui te changent complètement, hein. Et les émotions sont tellement fortes aussi. Bah, tu vois, là, je te dis d'en reparler, ça remonte, ça remet des Mhm. frissons, et c'est ça, en fait, quand je dis l'enrichissement, pour moi, c'est ça, c'est les émotions, c'est les souvenirs que tu crées, euh, tout ce que ça provoque en toi. Et voilà, enfin, après, pour moi, c'est tellement plus, ça vaut tellement plus que des choses matérielles que ça vaut le Ouais. coup pour ça. Eh bien, écoute, est-ce qu'on est déjà à bientôt 45 minutes quand même d'enregistrement? Tu vois, quand je te disais que ça passe vite, ça passe vraiment vite. C'est clair. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose à tout ça? Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose à cet épisode? Non, vraiment, enfin, je suppose que les gens qui vont écouter, c'est des gens qui hésitent peut-être ou qui sont intéressés par ce sujet. Donc, j'ai juste envie de terminer Mmh. sur ça, de plus hésiter. Et si ce podcast peut être le petit voilà, game changer, votre game changer, pour que vous basculiez dans l'envie de faire une mission militaire, bah vraiment,
n'hésitez pas, quoi. Et si vous voulez m'écrire ou enfin, vraiment avec grand plaisir, en fait, si je peux contribuer à mon échelle à faire que quelqu'un d'autre, fasse une mission humanitaire, bah, je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, je répondrai avec à vos questions, avec plaisir. Super, merci beaucoup. Je mettrai, pour ceux qui veulent, contacter Esther, bah, si tu es d'accord, je mettrai ton peut-être ton Insta ou ton Oui, mail, enfin bien tu me sûr, diras, bien sûr, bien sûr. dans la description, de ce podcast. Super. Et sur ce, eh bien, écoute, je te remercie infiniment pour cet épisode qui a été, ultra enrichissant. Vraiment, ça m'a donné qu'une envie, c'est continuer à me renseigner sur ça et vraiment, partir enfin et faire une mission parce que tu m'as donné encore plus envie et c'est vrai que aujourd'hui, je trouve, on est de plus en plus en quête de sens sur beaucoup de choses. On cherche à mettre du sens dans nos métiers, on cherche à mettre du sens dans nos passions, dans ce qu'on aime faire, dans ce qu'on fait. Et je trouve que les missions humanitaires, c'est aussi un moyen de vraiment donner du sens à un voyage, à une quête. Enfin voilà. Ouais, tout à fait. Non, c'est vrai. Et s'il y a quelque chose et en fait, c'est aussi un des conseils, donc comme je vous disais, mon conseil, ça serait d'essayer de toujours trouver une asso on va dire, le plus directement possible, sans intermédiaire. Et l'autre conseil, c'est de choisir vraiment une cause qui vous tient à cœur. Parce que du coup, bah, ça mettra toutes les chances aussi de votre côté pour que l'expérience soit encore plus inoubliable et que vous viviez un truc de fou parce que c'est une cause que vraiment vous avez envie d'apporter, votre aide. Donc que ce soit, oui, les enfants, les femmes, les animaux, enfin, il y a tellement d'assauts et tellement de choses, où on peut Mm, apporter notre petite aide, que voilà, si tous les êtres humains, voilà, des pays, où en fait on a eu de la chance nous de naître dans des pays, on va dire, riches, bah, si toutes les personnes des pays riches, mhm. faisaient, tu vois, un petit geste pour les personnes qui en ont besoin. Je vais pas dire pays pauvres parce qu'il y a des personnes qui en ont besoin aussi dans les pays riches, hein. Bah, Mhm. je pense que le monde ne serait que plus beau. Voilà. C'est vrai. Sur ces douces paroles, bah, je te remercie encore et je te dis, bah, à très vite sur les réseaux. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup à toi pour ce podcast et à très bientôt.